Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un thriller familial qui a eu droit à son adaptation en drama. Votre famille a été brisée à cause de l'incendie de votre maison il y a 13 ans. Incendie dont votre mère s'est accusée. Mais vous savez, au fond de vous, qui est le véritable coupable? La meilleure amie de votre mère que vous avez vu esquisser un large sourire dans la foule venue constater votre maison en flammes. Suite à cet événement, votre mère souffre d'amnésie générale et vous êtes prête à tout pour essayer de vous faire recouvrir la mémoire, quitte à vous faire passer pour la femme de ménage de sa meilleure amie et tenter de retrouver des objets qu'elle aurait volés à votre mère. Tout ceci, et bien plus encore, au sujet de ce 88e point culture sur Burn the House Down. Hanzu Munata a vu sa vie basculer lorsqu'elle était enfant, lors de l'incendie de sa maison. Comme un an plus tôt, sa mère s'est faite porter responsable de cet incendie. Cependant, elle ne se souvient pas avoir été imprudente au point d'avoir laissé sa cuisine brûler, puisque le feu a pour origine la cuisine et qu'elle était en train de cuisiner. Point important à noter sur Satsuki Munata, la mère d'Hanzu, c'est qu'elle est métisse germano-japonaise et qu'elle est connue dans le quartier comme étant d'une grande beauté, mais également d'une santé fragile. Il n'en fallait pas plus pour que les commérages disent que c'était une situation inéluctable. Suite à cet événement tragique, Satsuki s'est séparée de son mari Osamu Mitarai et est partie vivre seule avec ses deux filles, Hanzu et sa petite sœur Yuzu. Mais Hanzu a toujours pensé que le coupable de cet incendie était tout autre, en la personne de Makiko Mitarai, la meilleure amie de sa mère qui s'est mariée peu de temps après avec Osamu, soit le père d'Hanzu et Yuzu, mais surtout l'ex-mari de sa meilleure amie. Et le fait de l'avoir vu en chair et en os dans le public venu assister à l'incendie de leur maison et esquisser un large sourire, renforce Hanzu dans son hypothèse que c'est en fait Makiko la véritable coupable. Et 13 ans plus tard, Hanzu va entrer au service de Makiko comme femme de ménage, et c'est là que son enquête chez les Mitarai va enfin pouvoir commencer. Malheureusement, pendant ces 13 ans, Satsuki va souffrir d'amnésie générale à cause du stress et va quasiment tout oublier, de l'incendie jusqu'à ses filles. Elle va reconnaître qu'elles sont importantes pour elle lorsqu'elles lui rendront visite, mais pas que ce sont ses filles. Heureusement, le fait de lui apporter des objets de son passé lui redonne peu à peu la mémoire de certains événements, et par chance Makiko, en plus de lui avoir volé son mari et sa vie, semble lui avoir volé énormément d'objets lui ayant appartenu avant l'incendie. La mission d'Hanzu sera donc, en plus d'enquêter et de découvrir le fin mot de l'histoire sur cet incendie, de retrouver assez d'objets pour que sa mère retrouve la mémoire. C'est tout pour le scénario, ou en tout cas tout ce dont je vais parler dans la partie sans spoil, car le scénario est une partie très importante de l'œuvre, thriller oblige. Je reviendrai néanmoins plus tard sur certains points dans une partie spoiler. Malgré tout ce que je viens de dire se retrouve dans le premier chapitre de l'œuvre. Chapitre d'une 50aine de pages, certes, publication mensuelle oblige, mais qui annonce la couleur avec une situation initiale déjà très fournie. L'œuvre a un côté production audiovisuelle. Ses plans sont léchés, et il y a beaucoup de flashbacks, de tensions installées et de rebondissements. D'ailleurs, pour l'adaptation en drama japonais, dont je reparlerai plus tard, on est presque sur une adaptation plan par plan à certains moments, tellement la construction de ces planches est très cinématographique. L'histoire se déroule sur 8 tomes, et pour moi c'est la longueur parfaite, en tout cas pour ce récit. Moins de tomes et on aurait eu certains points de l'histoire bâclés ou abandonnés, plus de tomes et on aurait été dans la surenchère au point de nous sortir de notre suspension d'incrédulité, en tout cas de mon point de vue. Chacun des tomes de l'œuvre rebat partiellement ou totalement les cartes, ce qui fait que nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise, aussi bien du côté des Murata que des Mitarai. Même si l'enquête et la vengeance sont au cœur de l'intrigue, la mangaka s'attarde pas mal sur certains aspects de la société japonaise comme l'hypocrisie, les réseaux sociaux, l'égoïsme, le chantage ou encore le paraître. Makiko est une influenceuse mannequin mère au foyer qui vante le fait de bien s'occuper de sa maison alors qu'elle emploie, de manière discrète, une femme de ménage qui nettoie sa maison à sa place. Osamu est médecin et dirige une petite clinique de quartier familiale pour qui sa patientèle compte plus que tout, même plus que sa propre famille. L'œuvre est remplie de situations qui nous font repenser à l'envers du décor, celui qu'on ne veut pas montrer mais qui est bien présent et qui tâche, aussi bien au sens propre qu'au figuré, et mentalement parlant également. Concernant l'apparition, nous devons cette œuvre à la mangaka Fujisawa Moyashi. La prépublication a commencé en 2016 dans le magazine Kiss de la Kodansha. Au final, ce sont 8 tomes sortis au Japon entre le 13 décembre 2017 et le 11 juin 2021. C'est Takata qui s'est occupé de l'exporter chez nous entre le 8 juin 2023 et le 2 janvier 2025. Comme dit plus tôt, l'œuvre a été adaptée en drama japonais, sorti le 13 juillet 2023, soit un mois après la sortie du tome 1 en France, et est disponible sur Netflix. D'ailleurs, à l'occasion, Akata avait demandé aux gens qui étaient intéressés par l'œuvre de regarder le drama. Car même si on sait que pour certaines personnes dans les productions japonaises, une production live-action, que ce soit un drama ou un film, sera vue comme quelque chose de noble, au contraire d'une adaptation animée,
Cela montrerait l'intérêt que porte le public pour cette série et que si l'engouement est important, cela pourrait se traduire par d'autres choses pour cette série, comme par exemple une potentielle adaptation animée. Évidemment, c'est quelque chose de très extrapolé, mais j'ai trouvé ce point de vue intéressant, notamment pour moi qui ne suis pas fan des adaptations en live action, en partie pour cette différenciation de traitement entre live action et animation. Et côté adaptation, j'ai trouvé ça très intéressant. Le manga fait 8 tomes, le drama fait 8 épisodes. Un épisode résume le contenu d'un tome du manga. Et j'ai regardé, pas pour chaque plan évidemment, mais on suit quasiment le manga à la lettre côté découpage scénaristique. L'avantage du manga, c'est qu'il y a beaucoup de flashbacks qui à chaque fois nous en apprennent un peu plus. Et ça passe très bien en manga, mais beaucoup moins en vidéo, et effectivement, le drama en a beaucoup moins, ce qui permet de faire tenir le contenu d'un tome sur un épisode de 48 minutes. J'ai quand même cependant relevé quelques points qui divergent, et que je n'ai pas soit trouvé justifiés, soit trouvé utiles, et je vais un peu spoiler ces quelques points, mais pas de spoil majeur pour le moment. À un moment, Hanzo cherche à retrouver le blog que sa mère aurait tenu à l'époque. Le pseudo du blog est Elise, et c'est tout à fait logique, Satsuki étant métisse allemande, et qui ne connaît pas Für Elise, la lettre à Elise, de Ludwig van Beethoven, célèbre compositeur allemand. Sauf que pour une raison que je ne m'explique pas, pour Netflix, c'est bien Elise qui est écrit, Elizu sur le blog, Elise-san qui est prononcé à l'oral, mais à la traduction, Elise s'est transformée en Alisa. J'en ai vu des traductions cheloues, mais passer de Elise à Alisa, alors qu'on entend très bien Elise et qu'on le voit à l'écrit, en katakana certes, là c'est vraiment fort. Au début, je m'étais dit que c'était peut-être la traduction d'Akata qui avait choisi Elise à la place de Alisa. Mais vu qu'on le voit à l'écrit que c'est bien marqué Elise, c'est que ce n'était pas un choix éditorial d'Akata, mais bien un plantage de Netflix sur cette traduction. Une autre chose que je ne comprends pas, mais qui relève cette fois-ci de la mise en scène et plus précisément du storyboard. Hanzo prend évidemment un nom d'emprunt lorsqu'elle devient femme de ménage pour ne pas griller ses réelles intentions. Et ce nom d'emprunt est à l'origine d'un twist dans le tome 4, sous la forme d'une amie à qui elle emprunte son nom et qui se fait appeler par un autre nom tout au long de l'œuvre. Sauf que dans le drama, après 30 minutes de l'épisode 1, le twist est révélé sans raison ni impact. Alors quand la scène du twist du tome 4 arrive, parce qu'elle arrive, la surprise n'existe plus. C'est juste une phrase dans une scène pour introduire le personnage de Claire, son ami qui l'aide dans son enquête, et qui n'apparaît pas à ce moment-là dans le manga, et qui surtout ne révèle pas ce point. Et soit dit en passant dans le manga, Claire est enrobée et c'est un élément du twist, mais là, drama oblige, ils ont juste pris une actrice et lui ont fait jouer celle qui n'arrête pas de manger sans avoir un poil de graisse, le tout avec des vêtements amples pour donner l'illusion. Et enfin, les deux points qui sont le plus importants pour moi et qui spoilent le plus, donc vous êtes prévenus. Dans le drama, Satsuki n'est plus métisse allemande et c'est un grand pan de son personnage qui change, car oui, cela avait une importance. Le fait que Yuzu ressemble beaucoup plus à sa mère que Hanzo, qu'elle soit isolée au Japon et qu'elle ne connaît personne, quel est l'archétype de la belle étrangère à la santé fragile, ce genre de choses. Mais ici, soit ça a été mal traduit, soit son côté santé fragile n'existe tout simplement pas. Et pourtant, l'un des twists majeurs se base sur le fait qu'elle ait une santé si fragile qu'elle ne tolère pas le curry tout fait que l'on peut acheter, mais qu'elle le fait maison. Or, dans le drama, ils disent juste qu'elle n'aime pas le curry tout fait, mais ce n'est pas qu'elle n'aime pas ça, mais qu'elle y est allergique. Et transformer un « je suis allergique à » « je n'aime pas ça », ça n'a pas du tout le même impact dans le twist. Et vu qu'elle n'est plus métisse allemande, sa fin est également modifiée. Et le deuxième point, c'est la romance entre Hanzo et Kiichi, un des fils de Makiko. Dans le manga, c'est assez étrange, vu la situation familiale bordélique, mais ça se construit petit à petit. Des gestes, des mots, des deux côtés, aussi bien dans le présent que dans le passé. Alors que dans le drama, je pense qu'ils ont vu qu'un développement pareil, ça ne passerait pas en production audiovisuelle, donc ils l'ont quand même mis à la fin mais de manière très abrégée. Comme le fait que Kiichi, au début de l'œuvre, était sur le point d'agresser sexuellement Hanzo si son petit frère n'était pas entré plus tôt et permettre à Hanzo de partir, ce qui la traumatisera à juste titre de Kiichi, mais elle va réussir à s'en remettre et à passer outre. Alors déjà, et heureusement, l'aspect sexuel de l'agression a été retiré du drama, mais ils ont dû se dire qu'ils n'avaient pas le temps de développer la romance comme ils auraient dû, mais voulaient quand même garder le dénouement pour faire plaisir au lecteur. C'est fini pour les spoilers, et sinon j'ai bien aimé regarder ce drama, même si le manga reste au-dessus. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'il est resté trop sérieux. Je m'explique. Dans le manga, lorsque Makiko ou Kiichi par exemple veulent montrer leur domination, ils sont dessinés d'une telle manière qu'on dirait qu'ils absorbent tout autour d'eux et qu'ils sont prêts à écraser tous ceux qui pourraient potentiellement se dresser devant eux. Si j'exagère un peu, on pourrait dire qu'on est au même niveau de pression psychologique que peut nous faire ressentir un Junji Ito avec son trait. Il y a une composante assez surnaturelle et qui est mise en parallèle avec les petits secrets que toutes les familles cherchent à cacher. Et c'est ce qui manque pour donner au drama la même profondeur dans ces moments de tension que le manga. Je ne critique pas le jeu des acteurs, mais évidemment en dessin,
On peut exagérer les situations et facilement ajouter des éléments surnaturels ou fantastiques sans que cela ne soit trop perturbant, alors que pour les productions audiovisuelles, c'est un parti pris fort à prendre. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de un thriller familial captivant sur 20. Je n'ai évidemment pas pu tout aborder, que ce soit les relations touchantes entre les personnages, les conséquences que peuvent avoir les actions passées, ou encore la société sur notre histoire, car une grande part du récit est également là pour mettre en réflexion certains travers de la société, ou comment en pensant ou voulant bien faire, on finit par allumer soi-même le brasier de sa propre extinction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, de préférence le manga, mais le drama est tout aussi louable, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!